Une nouvelle vague de coronavirus qui s'intensifie, un nouveau gouvernement en France et aussi les actualités en bref, avec malheureusement une catastrophe en Italie ou encore la disparition d'un youtubeur. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et comme chaque jour, comme chaque semaine, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui et pour bien commencer la semaine, on va parler de coronavirus. Alors moi j'aimais bien quand on en parlait pas trop ces derniers mois, ça faisait quand même un grand bien. Et là en l'occurrence, vous inquiétez pas, on va pas en parler beaucoup plus dans les prochains jours, en tout cas on croise les doigts. Mais là ça me semblait assez essentiel de faire un tout petit point aujourd'hui là-dessus pour voir concrètement ce qu'il en est, parce qu'on entend pas mal parler dans les médias et vous avez sûrement vu pas mal de choses passer ces derniers jours. Alors en fait la France elle est frappée par une 7e vague de l'épidémie de coronavirus et cette 7e vague, eh bien elle coïncide exactement avec le début des vacances d'été, ce qui inquiète forcément pas mal d'épidémiologistes et plus largement pas mal de Français ou de personnes en général qui s'inquiètent pour leurs vacances. Alors est-ce que du coup les vacances pourraient être menacées d'une façon ou d'une autre? Eh bien de façon très efficace, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors ce samedi, il y a 125 000 nouveaux cas positifs de coronavirus qui ont été recensés et la moyenne sur les 7 derniers jours, elle est en augmentation pour la 4e semaine consécutive. Et le truc c'est que même si ça reste beaucoup moins important qu'aux autres vagues, eh bien le nombre d'hospitalisations commence également à repartir à la hausse. Alors ce retour du coronavirus, il n'est pas spécifique à la France, on l'observe dans toute l'Europe et d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé anticipe que le virus va circuler fortement pendant tout l'été sur le continent car la plupart des pays ont enlevé les restrictions et vous le voyez, c'est le cas en France. Alors faut-il craindre justement le retour de restrictions? On va aller droit au but là-dessus. Aujourd'hui, pour faire face à l'épidémie, le gouvernement compte surtout sur le bon vouloir des gens et notamment des personnes qui côtoient des personnes à risque plutôt que sur des obligations formelles et très strictes comme ce qu'on a pu avoir dans le passé. Ce dimanche d'ailleurs, Olivia Grégoire, qui était porte-parole du gouvernement avant d'être remplacée aujourd'hui, on va le voir, mais elle avait affirmé que le gouvernement ne comptait pas remettre en place le pass vaccinal dont l'utilisation a été suspendue fin mars. Pas de pass vaccinal donc, pas non plus question que le port du masque redevienne obligatoire pour le moment. Le gouvernement a simplement recommandé de le porter, par exemple dans les lieux clos ou encore dans les transports, mais pour l'instant il n'y a pas d'obligation qui a été imposée par le gouvernement. Alors concrètement, le gouvernement compte reposer sur 2 leviers principaux. Le premier levier, c'est un levier qui avait été révélé par le média Atlantico et confirmé ensuite par l'AFP. Le gouvernement serait en train de préparer une loi pour imposer aux voyageurs en provenance de l'étranger soit une preuve de vaccination, soit un certificat de test négatif. Et ensuite, deuxième levier important, pour limiter le nombre de cas graves, les hospitalisations ou encore les décès, le gouvernement souhaite continuer à encourager les gens qui sont éligibles à recevoir leur 2e dose de rappel, donc potentiellement leur 4e dose de vaccin contre le coronavirus, sachant qu'aujourd'hui il y a un peu plus de 25% des personnes qui l'ont fait, donc ça reste très faible, sachant que les personnes qui peuvent le faire aujourd'hui s'ils le souhaitent, c'est les personnes qui ont plus de 60 ans ou alors qui sont des personnes jugées comme fragiles. Bref, malgré donc la hausse des cas qui se poursuit ces derniers jours, le gouvernement ne semble pas vouloir imposer de retour du pass vaccinal ou quoi que ce soit aujourd'hui. Ça me semblait donc essentiel de prendre quelques instants en ce début de ces actus du jour pour un peu déceler le vrai du faux, parce qu'on entend pas mal de trucs ces derniers jours sur le sujet, sur des vacances menacées ou quoi que ce soit. Voilà donc pour ce petit point et sans plus tarder, on passe donc au deuxième sujet. Allez, on passe à un deuxième sujet en France. Un nouveau gouvernement a été nommé ce lundi matin. On va donc voir concrètement ce qu'il faut retenir. Mais alors déjà, pourquoi un changement des ministres, de certains ministres au sein du gouvernement, et ce donc moins de 2 mois après l'annonce d'un premier gouvernement suite à l'élection d'Emmanuel Macron? Eh bien parce que les élections législatives sont passées par là. En effet, déjà fallait remplacer les 3 ministres qui ont été battus aux élections législatives. Emmanuel Macron a annoncé que ceux qui étaient ministres mais aussi candidats aux législatives et qui perdaient aux élections législatives ne pourraient pas rester ministres. C'est le cas par exemple du coup de la ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin qui est remplacée par Christophe Béchu. Ensuite, le deuxième enjeu majeur directement lié aux élections législatives, c'était une potentielle ouverture du gouvernement à des partis d'opposition, donc des partis qui au départ ne sont pas forcément très proches d'Emmanuel Macron. En effet, on en a beaucoup parlé suite aux élections législatives, Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'il va devoir compter sur les votes de d'autres partis politiques pour pouvoir faire passer ses lois. Sur ce sujet, donc, certains estimaient que Elisabeth Borne, donc la première ministre, Emmanuel Macron, devait faire en sorte de nommer des ministres issus
issus de partis de l'opposition pour être capable de rassembler et de gouverner avec d'autres partis politiques. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas puisqu'il n'y a aucun membre de parti d'opposition ou par exemple du parti de droite Les Républicains au sein du gouvernement. Ce que ça veut dire donc, c'est que le président de la République espère potentiellement, pour faire passer ces lois, nouer des alliances au cas par cas selon les lois avec les différents partis politiques pour pouvoir gouverner, pour pouvoir tout simplement faire voter ces lois et donc obtenir une majorité qui lui permette de faire passer ces lois. Bref, du coup en l'occurrence des changements de ministres mais pas de changement en termes de partis politiques globalement qui sont présents au sein du gouvernement. Enfin, le troisième enjeu disons de ce remaniement et de ce changement au sein du gouvernement, c'était de gérer les cas de ministres mis en cause notamment pour des faits de viol. Alors sur ce point, Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne ont traité la chose de façon différente selon les cas. D'un côté, Damien Abad, ministre des Solidarités, qui est visé par une plainte pour viol et accusé par plusieurs femmes, a été écarté du gouvernement. Il est remplacé par Jean-Christophe Combes, qui était jusqu'à présent directeur de la Croix-Rouge française. Damien Abad d'ailleurs n'a pas tardé à réagir et a dénoncé, je cite, des calomnies ignobles orchestrées selon lui contre lui. Par contre, parmi les personnes qui restent, il y a notamment Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée notamment du développement et de la francophonie. Elle est également visée par des accusations et plaintes pour viol dans le cadre de son métier de gynécologue. Et elle fait en l'occurrence partie des personnes qui ont été maintenues au sein du gouvernement. Enfin, dernier enjeu important de ce remaniement, il y a plusieurs ministères et secrétaires d'État qui ont été créés par rapport au précédent gouvernement. Par exemple, sur les sujets de logement ou encore de transport qui manquaient au précédent gouvernement. Ça donne donc lieu à un petit jeu de chaises musicales. Par exemple, Olivier Véran prend la place d'Olivia Grégoire et donc Olivier Véran va devenir le nouveau porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre de la Santé donc. Et Olivia Grégoire donc de son côté, après moins de 2 mois au sein du porte-parole du gouvernement, va désormais être ministre délégué chargé de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des PME. Autre chose que l'on peut noter, il y a plusieurs membres du gouvernement qui n'étaient pas présents sur les 2 derniers mois au sein du gouvernement, mais qui étaient présents parfois depuis 2017 et qui font leur retour. C'est le cas par exemple de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa devient secrétaire d'État chargée de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. À noter au passage que le portefeuille, c'est le nom qui est donné donc aux responsabilités, aux missions pour faire très simple. Et bien le portefeuille du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'élargit avec encore plus de responsabilités. Il a désormais 3 membres du gouvernement placés sous la tutelle de son ministère, dont notamment le secrétariat d'État aux Outre-mer. C'est une décision d'Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne qui a fait beaucoup réagir chez plusieurs membres de l'opposition, suite notamment à l'accusation de viol, à l'accusation d'abus de faiblesse, mais aussi suite à la gestion très critiquée des événements aux abords du Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Voilà donc pour les éléments principaux à retenir de ce remaniement. Évidemment, je vous ai pas cité tous les ministres qui sont présents, qui sont partis ou quoi que ce soit, mais si jamais vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous renvoie notamment à un post qu'on a mis sur Instagram aujourd'hui. C'est un post qui résume les départs les plus importants, les arrivées les plus importantes, etc. Sachant que ça permet de synthétiser tout ça. Si jamais vous voulez découvrir du coup ce post, ça se passe directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Vous êtes la plupart déjà abonnés aujourd'hui, mais pour les nouveaux, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Et donc le prochain gros rendez-vous important désormais pour le gouvernement et surtout pour la première ministre Elisabeth Borne, ce sera mercredi. En effet, mercredi, la première ministre devra prononcer son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. C'est donc un grand discours dans lequel elle va exposer les grandes mesures qu'idéalement elle souhaiterait mettre en œuvre avec son gouvernement. Alors normalement, la tradition veut que ce discours soit suivi par ce que l'on appelle un vote de confiance. C'est un vote où les députés sont appelés à voter pour dire s'ils font confiance ou non au Premier ministre et à son gouvernement. Sauf que cette année, Elisabeth Borne a décidé de ne pas se soumettre à ce vote de confiance, car comme La République En Marche n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, elle craint de ne pas avoir de majorité lors de ce vote de confiance et donc d'être forcée à la démission. Alors face à cela, le mouvement de gauche, la France Insoumise, a déjà annoncé qu'ils allaient déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et en l'occurrence, si cette motion est adoptée par au moins 249 députés sur les 577 de l'Assemblée nationale, le gouvernement sera contraint de démissionner. Bref, autrement dit, ça promet des prochains jours extrêmement chargés au sein du gouvernement. Du coup, on continuera sur ça dans les prochains jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo sur YouTube, comme ça je pourrais prendre le temps de répondre à des questions ce soir. On continue avec les actualités en bref, et d'abord cette première information en France, au moins 34 signalements de piqûres sauvages ont été recensés
présenté ce vendredi et ce samedi au festival Garo Rock à Marmande, donc près de Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Ça confirme une tendance assez importante ces dernières semaines d'augmentation des signalements de piqûres, mais des signalements de piqûres qui posent beaucoup de questions. On en a beaucoup parlé sur la chaîne. Aucun des plus de 1000 signalements à la police n'a révélé de présence de GHB ou de quelconque autre drogue chez les victimes. Bref, le mystère reste entier aujourd'hui sur les explications derrière tout ça. Certains vont même jusque parler d'une forme de psychose générale. Quoi qu'il en soit, 7 plaintes en tout cas ont été déposées. Évidemment, je vous tiens au courant si on a du nouveau. On continue avec une deuxième actualité, cette fois-ci en Italie. Une partie du glacier de la Marmolada, situé dans les Alpes italiennes, s'est effondrée ce dimanche. Les images sont très impressionnantes. Au moins 6 personnes sont décédées et 8 autres ont été blessées, sachant qu'une dizaine sont encore portées disparues. Alors, l'une des raisons avancées pour expliquer cet effondrement, eh bien, c'est les vagues de chaleur très importantes ces dernières semaines. Des vagues de chaleur qui vont être amenées d'ailleurs à se répéter et à s'intensifier dans les prochaines années avec le changement climatique, selon les experts de l'ONU sur le climat, le GIEC. Et d'ailleurs, autre événement qui est un petit peu lié sur un autre glacier dans les Alpes, le glacier de la Grande Motte, donc celui de Tignes, a fermé son accès un mois avant sa fermeture habituelle, puisque à cause des chaleurs et de la sécheresse, eh bien, la neige a fondu beaucoup plus vite que normalement. Il faut savoir que normalement, il est possible de pratiquer du ski d'été jusqu'à la fin du mois de juillet sur ce glacier, qui est en très haute altitude. Troisième actualité internationale, en Ukraine, les Russes contrôlent désormais environ 19,2% du territoire ukrainien, contre environ 18,9% fin mai. C'est ce qu'indique la Ukraine War Map, qui cartographie en fait l'avancée des Russes en Ukraine depuis le début de la guerre, le 24 février. C'est donc une très faible progression depuis fin mai, ça reste aux alentours de 19%. Cela dit, eh bien, ça reste un maintien important. Et en l'occurrence, eh bien, les soldats ukrainiens ont annoncé ce week-end leur retrait de la ville de Lysychansk, qui est située dans le Donbass, une région qui est largement contrôlée aujourd'hui par les Russes. Et par ailleurs, de nouvelles frappes russes sur la ville de Zoviansk ont fait au moins 6 morts, dont un enfant. Pour terminer ces actualités du jour aujourd'hui, je voulais revenir sur une triste nouvelle. On a appris samedi par son père la mort du youtubeur américain Technoblade, qui était spécialisé dans les vidéos sur le jeu Minecraft. Il était âgé de 23 ans et il souffrait d'un cancer généralisé. Il a fait donc ses adieux à ses abonnés dans une dernière vidéo, dans laquelle d'ailleurs il révèle son visage pour la première fois. On pense bien sûr à sa famille et à ses proches, c'est en tout cas une nouvelle qui a beaucoup ému sa communauté. Ils étaient en l'occurrence plus de 12 millions dans le monde à le suivre sur YouTube. Écoutez, voilà tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Je vous le disais, rendez-vous sur Instagram pour découvrir aussi l'actualité au quotidien. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Pour ça, vous abonnez, jamais c'est pas encore le cas, pour nous soutenir et vous-même pour ne pas louper l'actualité. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.